Burgas. Sonuçta herhangi. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai fait toutes mes éditions avec une XR 400. Hein. Donc, moi, je vais dire mon parcours. J'ai toujours roulé en moto, j'ai roulé en trail, j'ai jamais fait de compétition. J'ai toujours rêvé du Dakar, puis j'ai jamais osé, j'ai jamais eu les couilles et puis l'argent pour partir quand j'avais 20 ans dans les années 80, hein, comme ça. Et j'ai toujours rêvé de ça. Et puis, arrivé à passer 50 ans, je me suis dit un jour, il faut que je fasse un truc. J'avais vu le trailer de la Gibraltar après la première édition. Puis j'ai dit, ben, au niveau budget, c'est jouable, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et parce que vous allez beaucoup apprendre hein, sur une Gibraltar. Hein, au niveau pilotage, je pense que c'est là qu'on apprend le plus parce que vous allez rouler pendant 2 semaines, 10 heures par jour. Hein. Il n'y a rien, il n'y a aucun entraînement qui remplace ça. Hein. C'est une expérience, c'est 3 ans je pense, d'enduro ou de balade ou de trucs comme ça que vous allez faire en 2 semaines. Hein. Vous allez apprendre. Ouais. Ok. Alors, une journée standard, ben, vous avez une heure de départ qui généralement est l'ordre d'arrivée de l'étape précédente. Donc bien regarder son classement quand il est donné au plus tôt possible. Enfin, trouver le classement le plus tôt possible pour savoir à quelle heure vous partez. Ça peut poser, si on a bien réussi une journée, ça peut poser des soucis en pensant qu'on part tard, hein, parce que c'est toutes les minutes. Ça peut, entre la 30e place et puis la première, il y a une demi-heure. Je le dis parce que la dernière année à laquelle j'ai participé, le premier jour, j'étais deuxième, et puis je ne m'y attendais pas du tout, ce qui fait qu'en 10 minutes, j'ai dû me préparer pour partir à 7h02. Alors voilà. Donc ça c'est déjà l'ordre de départ, il est important pour partir tranquille, hein, comme ça. Donc bien se renseigner là-dessus. Après, on a en fait une liaison qui est plus ou moins longue pour la première liaison, ça c'est clair. Ça dépend de où on se trouve. Et on a une fenêtre d'arrivée dans chaque en fait spécial chronométrie. Donc on va dire, au début les fenêtres sont très courtes hein, puisqu'il y a moins de temps et ces fenêtres s'allongent au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire qu'il faut pas calculer les heures, il faut vraiment calculer depuis le départ combien de minutes ou combien d'heures il y a. Comment on va dire ça On va dire s'il y a 20, voilà, on a 20 minutes pour arriver à la première spéciale, donc on va avoir entre 20 et 30 minutes. Il y a une fenêtre de 10 minutes pour rentrer dans la spéciale, pour marquer le premier waypoint, donc déclencher le chrono de la première spéciale. S'il y a 1 heure jusqu'à la première spéciale de liaison, on va avoir une fenêtre qui est plus grande automatiquement. Plus le temps est long, plus la fenêtre est grande. Ça, c'est clair. Pas oublier de rentrer vraiment dans cette fenêtre, ni en avance ni en retard, ça fait des pénalités. Hein. Ça va dessus, on déclenche le chrono. C'est clair qu'on a une précision de 2-3 mètres comme ça, ce qui est déjà énorme comme ça. Et là, on déclenche le chrono. Et après, il faut emmagasiner tout le waypoint dans l'ordre. Il est interdit, si on a loupé un waypoint, mais passé le suivant, de revenir sur celui qu'on a loupé. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé un waypoint, on peut le chercher, revenir en arrière sur un chemin et tout, en faisant attention. Mais si on a passé le suivant, si on a loupé le 9 puis qu'on a passé le 10, c'est interdit de revenir sur le 9. Hein. De toute façon, ça ne servira à rien du tout hein, pour eux. Le premier chrono sur la journée, tu Ouais. le remets à zéro dès que tu recommences la deuxième liaison ou tu le fais courir sur toute la journée de A à Z? Le premier chrono que tu démarres, quand tu démarres le matin, tu le laisses tourner tout le long. Parce qu'il va te dire si tu es en retard ou pas sur les prochaines entrées de spécial. Parce qu'en fait, la fenêtre, elle est prise, enfin la fenêtre par exemple de la deuxième spéciale, elle t'est donnée avec le départ du matin. Avec le départ du matin, exactement. Okay, ouais. D'accord. Voilà, ça c'est le chrono, tu le laisses tourner. Et ensuite, dès que tu atteins la première spéciale, tu utilises le deuxième chrono. Le deuxième chrono. Par exemple, pour les 18 minutes, que tu peux arrêter au bout des 18 minutes. Exactement. Ça et l'autre continue à te dire. L'autre continue à te dire où tu en es par rapport au départ du matin. D'accord, parce que tu as une arrivée butoir le soir. Tu as une arrivée butoir le soir. Et tu as une entrée. Alors, s'ils le maintiennent hein, comme ça, pas sur l'Altourist Trophy, on ne l'avait pas, mais tu as une entrée. En fait, tu as toujours une fenêtre d'entrée pour chaque spécial qui se rallonge dans la journée hein, automatiquement parce que voilà. Ah bah, et si jamais tu arrives trop tard dans la spéciale, eh ben, tu prends de la pénalité. De la pénalité, mais tu peux la réaliser.
Mais tu peux la réaliser, oui. Les spéciales, elles sont, tu as dit, c'est un temps global de la spéciale. Hein. C'est pas un temps pour aller au waypoint 1, un temps pour aller au waypoint 2. C'est pas aussi précis que ça. Hein. Non, c'est sur l'ensemble de la spéciale. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de savoir comment tu fais? Parce que du coup, tu as une vitesse moyenne. Tu connais pas la nature du terrain. Tu sais pas si tu vas aller vite au début, vite à la fin. Non, tu sais pas. Donc, il faut aller à fond dès le début. Ah, d'accord. En la partie, alors tu as déjà le pourcentage entre route et tout terrain, et ensuite la difficulté en tout terrain. Voilà, ça si tu peux répondre. Alors, la difficulté en tout terrain, elle dépend vraiment des régions. Ouais. Elle peut être cachée, c'est-à-dire que tu peux avoir des choses très cassantes, mais où il te laisse bien du temps, et puis en fait, tu arrives facilement dans le temps. Comme tu peux avoir des spéciales qui deviennent très rapides, et en fait, la difficulté, c'est de tenir ce rythme tout le long. On s'est retrouvé sur des spéciales vraiment sans aucune difficulté technique, si ce n'est de la glisse. Hein. C'était très glissant, comme ça, donc voilà, qu'est-ce qu'on va dire, des routes bien plates, enfin des chemins bien plats, mais uniquement une sorte de petit gravier sur de la terre, comme ça, et c'était très très glissant, et là tu as de la peine à arriver dans le délai, alors qu'il n'y a aucune difficulté, ni de navigation, ni on va dire, de montée, de caillasse, de ce que tu veux, c'était juste glissant. Hein. Et la partie pourcentage entre le tout-terrain et ça, Alors, la partie pourcentage, elle dépend un peu des années et des pays où on est. Mais je dirais sur l'ensemble d'une journée, c'est 30% tout-terrain, 70% route, en prenant les liaisons en compte. Hein. Toutes les spéciales, elles sont en tout-terrain. Hein. Maintenant, on a un 30%, 70%. Par contre, en temps, ça nous donne presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être 60% en tout-terrain et 40% sur la route, en temps. C'est normal. Ouais. D'accord. Parce que des nationales à 80 ou bien on va dire du K100 à 30, ça change. Hein. Et du coup, tu passes 10 heures par jour sur la moto pendant 15 heures. Voilà. Entre 8 et 12 heures par jour. Faites attention à une chose, ça c'est très important, c'est tout de la route ouverte. Donc vous avez des camions, des voitures, même pendant les spéciales, hein. Des gens. Donc ça, faites très attention à ça. Soyez prudents avec ça. Format GPX? C'est du format GPX, ouais. Il y a la trace complète. Et elles sont données quand? Elles sont données le matin, 5 minutes avant le départ. Et comment? Ouais. Alors, ça va dépendre de vos comment dire, votre support GPS. Si vous avez un GPS style Garmin comme ça, ils vous prennent le GPS le soir, vous devez le rendre le soir, puis à ce moment-là, ils vous chargent la trace pendant la nuit, et le matin, quand ils vous donnent le GPS, elle est dessus. Si vous avez une tablette, vous la recevez par email et vous la chargez sur votre tablette. D'accord. Ou si vous utilisez un téléphone ou un truc comme ça. Mais tout ce qui est GPS classique, si on veut, Garmin Montana, Garmin Zumo ou les autres GPS, bon, évitez du TomTom ou des trucs comme ça, parce que ça ne fonctionne pas là-dessus. Hein. Donc, parce qu'il n'y a rien en tout terrain comme ça. Il n'y a rien en à ce niveau-là, toi, tu as utilisé plusieurs... Moi, j'ai utilisé que le Garmin Montana et je ne change pas. D'accord. Et tu peux nous dire pourquoi? Ouais. Pour la précision. Vraiment la précision du Garmin. On l'a vu avec certains, que certaines tablettes, elles ont un gros décalage, ce qui est un gros problème avec les waypoints. On va passer dans un cercle de 10 mètres, hein. Donc 5 mètres de chaque côté, enfin, on va dire 5 mètres de rayon pour le waypoint. S'il y a un décalage, on peut louper un waypoint de 1 ou 2 mètres, voire 5 mètres, comme ça. Le Garmin Montana, son gros défaut, c'est la taille de l'écran. Par contre, son gros avantage, c'est la précision. Une fois qu'on s'est habitué à la petite taille de l'écran, c'est vraiment un truc à utiliser. En 2019, celui qui a gagné, il avait un Garmin Montana. D'accord. Et toi, tu as le retour des autres qui utilisaient du style Osmand ou des applications. Est-ce que toi, tu as pu avoir un retour justement sur ça ou pas du tout? Oui, alors à peu près toutes les applications sont bonnes. Hein. L'avantage de la tablette, c'est de pouvoir mettre sur la carte, on va dire sur une carte Osman ou comme ça, de pouvoir mettre une image satellite aussi. L'image satellite permet de trouver des chemins qui ne sont pas forcément cartographiés. Oui. Ça, c'est clair. C'est un avantage, mais il y a un désavantage. Déjà, pour beaucoup de tablettes, c'est au niveau du soleil. Oui. C'est ça peut aussi au niveau de la fragilité, hein, comme ça, du rétroéclairage. Il y a cet avantage de pouvoir mettre une carte Google. Maintenant, la plupart si je prends un Garmin Montana, il y a moyen, même avant la spéciale, de préparer sa trace
pour l'avoir sur presque toute la spéciale. Donc on peut rentrer les waypoints les uns après les autres et faire une trace avec ça. Faut rouler à 90% de ses capacités en rallye. Surtout pas à 110. Ouais. 80%. Mais à 90% de ses capacités, se garder une petite marge, parce que c'est quand même dans l'inconnu. Hein. C'est pas une enduro, on est déjà passé avant, c'est pas un circuit de cross, on est déjà passé 30 fois au même endroit. Faut savoir lire le terrain, ça c'est très important. Donc on n'a pas de copilote, on n'a pas de reconnaissance avant. Hein. Donc lire le terrain, anticiper, vraiment pouvoir anticiper. Et du coup, quel pourcentage de pneus au vu de ce que tu nous as déjà dit, des pourcentages des trucs là? Alors ça dépend du choix de pneus que vous prenez. Hein. Il y a des gars qui roulent un pneu enduro puis qui changent tous les jours ou tous les 2 jours. Et puis il y a des gars qui roulent avec des pneus qui vont ils vont changer une fois au milieu du tour. Ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire comme résultat. Ça va dépendre de tellement de choses. Moi perso, si je prends pour Philippe, je pense que le Dunlop D606 c'est le meilleur pneu qu'il peut mettre sur sa DR. Ouais, tu me l'avais déjà dit. Ouais, ça il y a rien de mieux. Il y a chez Dunlop, mais j'ai jamais essayé, il y a un D908 qui doit être en dimension pour les VP7. Ouais. Et ça, ce serait à essayer. Parce que vraiment, j'ai été sponsorisé, je suis sponsorisé par Dunlop. Simplement, moi, j'ai choisi le D606, puis je suis allé voir Dunlop après. Hein. Là-dessus, ça vous pose pas de problème. J'ai l'impression qu'on va relancer le sujet des pneus, là. Ah non, moi, je change pas. Non, MT21 à l'avant, puis 09 Mitas à l'arrière, ça ira très bien. Ouais. Ça, je pense. Alors, les pneus, c'est déjà une appréciation de chacun. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un pneu qui va être parfait pour tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Et sur la route, encore moins. Hein. Mais il faut regarder par rapport à ce que vous voulez faire et tout. Si vous n'avez pas trop de boue, presque tout passe. Hein, en fait. Oui, hein. Pas des grosses difficultés, des bourbiers, des trucs comme ça. Maintenant, s'il y a des bourbiers et tout, il faudrait quand même avoir un profil correct. Hein. Comme ça. Et autre chose qui me semble aussi intéressant, c'est l'ambiance, l'organisation, comment que ça se passe, c'est quoi l'ambiance générale autour d'une Gibraltar Race? Qui c'est qui parle pas anglais? Moi. Voilà. Je serais pas interviewé, donc c'est ça. Voilà, non, c'est pas ça. C'est que tous les briefings se font en anglais. Ah. Voilà. Et en italien. Ah bon, en italien, ça va. Ouais. Donc ça, c'est quand même, il y a quelques informations importantes, mais pas surtout au début. Après ça va comme ça. Comment l'ambiance, elle est bonne. Hein. Alors, moi, je l'ai trouvée très très bonne quand on avait des bivouacs en camping. Quand c'est dans les hôtels, c'est un petit peu moins bon. Par contre, prenez, je ne sais pas si vous avez pris le catering avec eux. Hein, donc, on n'a pas le choix maintenant. On n'a pas le choix maintenant. Il n'y a plus le choix. Non. Ouais. Alors, prenez avec le catering, en fait, vous vous retrouvez tous, donc ça va bien. Après, on a ses affinités avec certains, puis pas forcément avec d'autres et tout. Un sujet important, s'il te plaît, c'est par équipe ou tout seul? Ah, c'est ce que j'allais dire. Tout seul. Vas-y, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Ouais. Alors, tout seul, parce que déjà par équipe, c'est très, très difficile. Il y a un moment où vous aurez peut-être des tensions ou des trucs comme ça. Hein, ça, c'est fort possible. Hein. Ça arrive même chez les meilleurs copains du monde. Hein. Comme ça. Et puis, je pense que c'est très frustrant s'il y en a un qui a un problème. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, hein, mais dans les spéciales, si vous devez attendre, c'est hyper frustrant. Le moment où tu peux faire un bon chrono, un bon temps, où tu prends ton pied, vous allez rentrer dans un truc qui est quand même de la compétition. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait comme ça, mais vous allez rentrer dans un truc qui est de la compétition. Donc, il y a l'adrénaline qui va arriver. Hein. Au début, on dit on va finir. C'est ce que je voulais revenir à la première Gibraltar que j'avais fait. C'est que moi, au début, je voulais finir. Et puis, après 5 jours, j'étais en train de me dire il faut que je maintienne cette place. Il faut que j'améliore. Faut que il y a la peur aussi qui arrive parce que si on se plante, si on fait quelque chose, on va perdre des places. Donc, dès le moment où vous êtes en équipe, vous perdez ce plaisir. Hein. Parce que ça reste un plaisir, hein, malgré tout. Hein. À tout niveau. Les deux copains qui étaient un KTM 790, là, eux, ils ont dit on finit. Et puis, ils ont vu qu'en naviguant bien, en ayant des chronos corrects, et en naviguant bien, on arrive à un classement qui est très valorisant, hein, comme ça. En faisant attention à la navigation, on arrive très vite à un classement qui est valorisant. Hein. Et ils se sont pris au jeu. Après, c'était pas perdre de place, faire attention comme ça. Et après, ils étaient très contents de le résultat. Donc ça s'est bien passé pour moi, pour l'équipe,
ça peut être vraiment une frustration pour certains. Et puis, ça apporte pas grand-chose, parce que vous pouvez rouler. Si vous êtes dans des chronos semblables, puis si les fenêtres... Alors, s'il n'y a plus de fenêtres, comme ils nous ont fait maintenant à l'Altourist Trophy, il n'y a plus de fenêtres pour rentrer dans les spéciales. Pour rouler ensemble toute la journée. Mais faites vos chronos séparément. Gardez vos classements séparés. On s'attend. Déjà, ça va faire une émulation entre vous. On s'attend à la sortie. Ouais, vous pouvez vous attendre à la sortie. Vous pouvez vous attendre à la sortie. Vous pouvez... faut savoir que dans le cas d'un problème dans une spéciale, un problème mécanique, vous pouvez aider le copain, ils ne vous décompteront pas de temps. C'est qu'un cas de blessé. Hein.